vient maintenant à la soustraction, c'est-à-dire à la différence entre un antinaturel B et un antinaturel A. Alors évidemment, il faut supposer que A est inférieur ou égal à B. Il existe un unique x appartenant à n, tel que B est égal à A plus x. Ça, on l'a déjà démontré. Et B supérieur implique que cet x est différent de 0, c'est-à-dire strictement positif. Cet unique x, on va le noter B-. On a donc, puisque B est égal à A plus x, eh bien, on aura B est égal à A plus B-A. Et ça veut dire que x est égal à B-A. Positif. Voilà. Et si B est supérieur à A, il est strictement positif. ABC appartenant à n, A plus B égale C implique que C est supérieur ou égal à A, et B est égal à C moins A. Démonstration, on sait déjà que C est supérieur ou égal à A, et on sait que C moins A est l'unité x tel que A plus x est égal à C. Ici, A plus B est égal à C. Donc, ça veut dire que B est égal à C moins A. Remarque, si A, B appartiennent à n, et si B est inférieur à A, il n'existe pas d'x tel que A plus x est égal à B. Car, si on a x appartenant à n, A plus x est toujours supérieur ou égal à A. Ce qui veut dire que B est supérieur ou égal à A. C'est contraire à ça. ABC appartenant à n, A supérieur ou égal à B plus C. Alors, A supérieur ou égal à B, A supérieur ou égal à C, A moins B supérieur ou égal à C. Et 2, A moins B plus C est égal à A moins B moins C, est égal à A moins C moins B. Démonstration. B plus C est supérieur ou égal à B, donc A qui est supérieur ou égal à B plus C va être supérieur ou égal à B, idem pour C. A est supérieur ou égal à B plus C, donc on peut faire la soustraction A moins B plus C. J'appelle X, il existe donc un unique X et on a tel que ça. Voilà. A égale B plus C plus X. Donc A est égal à B plus C plus X. C'est l'associativité. Ce qui veut dire que A est supérieur ou égal à B. D'accord? Alors, on savait déjà ça. Hein. Et C plus X appartient à N. Donc C plus X, ça va être la différence entre A et B. Hein, puisque c'est unique. Hein, le nombre qui est rajouté à B donne A. Donc c'est forcément A moins B. Donc C plus X est égal à A moins B. Donc, A moins B va être supérieur ou égal à C, parce que X appartient à N. D'accord? Petit 2, A moins B est égal à C plus X, et A moins B est supérieur ou égal à C. Donc, X va être égal à A moins B moins C. Donc, ça veut dire que X, alors X, c'est égal à A moins B plus C. D'accord? Il est égal à A moins B moins C. En échangeant B et C, comme B plus C est égal à C plus B, on a aussi X égale à A moins C plus B. Et donc, X est égal à A moins C moins B. Oui, on obtient le résultat qu'on avait là. D'accord? Ce qui veut dire que A moins B plus C est aussi égal à A moins C moins B. Tout le résultat. ABC appartenant à N et A supérieur ou égal à B. Alors A plus C supérieur ou égal à B et A moins B plus C est égal à A plus C moins B. Il faut s'assurer à chaque fois qu'on fait une soustraction qu'on fait bien le plus grand moins le plus petit. Donc ici, A plus C est supérieur ou égal à A, qui est supérieur ou égal à B. Donc A plus C supérieur ou égal à B. Petit 2. A est supérieur ou égal à B, soit X égale A moins B. A est égal à B plus X. A plus C va être égal à B plus X plus C, ce qui fait B plus X plus C associativité. Donc X plus C va être égal à A plus C moins B, parce que ça veut dire qu'évidemment A plus C est supérieur ou égal à B. On le savait ça. A plus C supérieur ou égal à B. Donc on a X plus C égale A plus C moins B. Mais X plus C, c'est A moins B plus C. Donc A moins B plus C est égal à A plus C moins B. Voilà. Et donc, j'obtiens bien ça. Dernier, A et C appartiennent à N, B supérieur ou égal à C, et A supérieur ou égal à B moins C. Bon.
oui, parce que B est supérieur ou égal à C, j'ai le droit de considérer ça. A plus C, alors A plus C supérieur ou égal à B, et A moins B plus C est égal à A plus C moins B. A plus C supérieur ou égal à B, donc j'ai le droit de faire ça. D'accord? A supérieur ou égal à B moins C, j'ai le droit de faire ça. Alors, B est supérieur ou égal à C, donc soit X égale B moins C. B est égal à C plus X. A est supérieur ou égal à B moins C, donc je prends Y égale A moins B moins C. Donc A égale B moins C plus Y, c'est-à-dire X plus égal à B moins C. Alors B moins C, c'est quoi? C'est X, d'accord? Donc ça fait X plus Y. Et donc, et ça, donc Y égale A moins B moins C, oui, c'est ça. J'ai A égale Y plus B moins C. Et donc, ce truc-là, X plus Y, ça je sais. Alors ça je sais que B moins C plus Y, c'est pareil que B plus Y moins C. Pourquoi? Parce que B est supérieur ou égal à C. Et c'est un résultat que j'ai démontré avant. Je ne sais plus si c'est là ou là, mais j'ai démontré, peut-être ici. J'ai démontré ce résultat. Voilà. Donc, j'obtiens, puisque A est égal à B plus Y moins C, ben, j'obtiens que A plus C va être égal à B plus Y. D'accord? Et donc A plus C égale B plus Y. Donc A plus C va être supérieur ou égal à B. Alors ça, je voulais le démontrer, mais c'est fait. Et par ailleurs, Y va être égal à A plus C moins B. Bon, mais cet Y, c'était A moins, parenthèse, B moins C. Il est donc égal à A plus C moins B. Et c'est ce que je voulais démontrer. Remarque que si AB appartient à N, la différence A moins B est définie pour A supérieur ou égal à B. Et alors, on a A moins B appartient à N. Le seul fait d'écrire A moins B quelque part, ça signifie que ça implique que A est supérieur ou égal à B. A moins B est strictement positif, équivaut à A supérieur à B. En effet, A moins B positif, ça équivaut à A moins B est supérieur ou égal à 0. D'accord? Bah, ça équivaut en fait à A supérieur ou égal à B, le simple fait d'écrire ça. Mais bon, ça équivaut à A moins B supérieur ou égal à 0 et A moins B différent de 0. Donc ça équivaut à A supérieur ou égal à B et A différent de B. D'accord? Et donc ça équivaut à A supérieur à B. AB appartenant à N, A plus B moins B est égal à A plus B moins A est égal à B. Démonstration. X est égal à A plus B, supérieur ou égal à B, parce que A appartient à N, et j'ai donc X égale à A plus B. Donc clairement, B apparaît comme étant égal à X moins A. Donc B est égal à A plus B moins A. De la même façon, en remarquant qu'on peut commuter A et B, donc X égale B plus A, en commutant A et B, je vais obtenir que A est égal à A plus B moins B. AB appartenant à N, A moins B égale 0 équivaut à A égale B. Si A est différent de 0, X égale A moins 1 est le prédécesseur de A, c'est-à-dire A égale X plus. Là, j'ai oublié A moins 1 égale B équivaut à A égale B plus. Et enfin, A plus moins 1 est égal à A. Démonstration pour le premier. Parler de A moins B, c'est déjà dire que A est supérieur ou égal à B. Et que A égale B plus 0. Donc ça équivaut à dire ça. Ça équivaut à dire que A égale B. Dire ça, c'est pareil, ça équivaut à dire que A est supérieur ou égal à 1 et que A est égal à B plus 1, ce qui fait B+. Ça équivaut à dire que A égale B+. Petit 3, si A est différent de 0, donc A va être supérieur ou égal à 1. Dire que X est égal à A moins 1, ça équivaut à dire que A est égal à X plus 1. X plus 1, c'est X plus. Donc c'est A moins 1 plus. Donc ça veut dire que A moins 1 est le prédécesseur de A. Petit 4, A plus c'est A plus 1. Donc ça nous dit que A plus est supérieur ou égal à A et que A plus moins 1 est égal à A. Les relations là sont compatibles avec l'addition, ça veut dire ça.
Alors, on va le démontrer avec inférieur ou égal, mais c'est vrai aussi avec supérieur ou égal. Bon, là, ça découlerait d'inférieur ou égal d'ailleurs. Et c'est vrai avec supérieur et inférieur. Je le fais juste avec inférieur ou égal. Soit x est égal à b moins a. B est donc égal à a plus x. B plus c va être égal à a plus x plus c, que je peux écrire a plus x plus c, ou encore a plus c plus x, commutativité. Là, c'était associativité. Là, c'est encore associativité. Et là, j'en déduis que a plus c est inférieur ou égal à b plus c. Et là, avec a inférieur ou égal à b, en rajoutant c des deux côtés, c'est-à-dire j'applique le 1, j'ai ça. Avec idem avec c inférieur ou égal à d, en rajoutant b des deux côtés. Et donc j'ai a plus c inférieur ou égal à b plus c, lui-même inférieur ou égal à b plus c, de le résultat. Récurrence, la propriété P de n est finie pour n supérieur ou égal à a, avec P de a qui est vrai, et P de n implique P de n plus 1, quel que soit n appartenant à n supérieur ou égal à. Alors, P de n vrai, quel que soit n supérieur ou égal à a. On définit Q par Q de n, qui signifie que n, pour n appartenant à n, P de a plus n est vrai. P de a plus 0, c'est P de a, c'est vrai. Donc Q de 0 est vrai. Supposons Q de n vrai, donc P de a plus n vrai. P de a plus n plus 1 vrai. Donc ça veut dire P de a plus n plus 1 est vrai. Autrement dit, P de a plus n plus. Donc ça veut dire que Q de n plus est vrai. Donc on a hérédité de Q. Donc par le théorème de récurrence, Q de K est vrai, quel que soit K appartenant à n. Soit alors n appartenant à n supérieur ou égal à a, et Q et K est égal à n-a qui appartient à n. On sait que Q de K est vrai. Donc P de a plus K est vrai, mais a plus K c'est quoi? C'est n. Donc P de n est toujours vrai. Un autre théorème de récurrence, P de n définit cette fois-ci encore pour n supérieur ou égal à a. P de a est vrai, on suppose que quel que soit n, supérieur ou égal à a, pour tout k compris entre a et n, P de k est vrai, implique P de n plus 1 est vrai. Alors P de n est toujours vrai, quel que soit n supérieur ou égal à a. Cette fois-ci, on prend Q défini par tout ça. Q de A, Q de A est vrai parce que A est supérieur ou égal à A. Et P de A est vrai parce que quel que soit K entre A et A, bah oui, ça veut dire que P de A est vrai. Ben, comme il était vrai, effectivement, Q de A est vrai. Supposons Q de n. N plus 1 est égal à n plus appartient à n plus supérieur ou égal à a, puisque n est supérieur ou égal à a. Q de n implique P de n plus 1. Donc Q de n plus 1 va donc être vrai. Pourquoi? Parce que P de K va être vrai pour tout K entre A et N. Et puis en plus, P de N plus 1 est vrai. Donc en fait, on aura quel que soit K entre A et N plus 1, P de K est vrai. Voilà. Donc on a bien Q de N plus 1 est vrai. Donc Q de N est héréditaire. D'après le théorème de récurrence, Q de N est toujours vrai quel que soit N supérieur ou égal à A. Bon, bah dans Q de N est vrai, il y a... pour k égale n, il y a P de n qui est vrai. Hein, donc ça implique que P de n est vrai, quel que soit n supérieur ou égal à A, car Q de n implique P de n. Remarque, on a vu que si ABC appartiennent à n, on a cette implication et celle-là. En fait, ce sont des équivalences. Donc on va juste démontrer la réciproque. Donc si j'ai ça, supposons que A ne soit pas inférieur ou égal à B, alors B est inférieur à A. Donc B plus C est inférieur à A plus C, ce qui est en contradiction avec ça. Donc A est bien inférieur ou égal à B. De même, si A plus C est inférieur à B plus C, supposons qu'on n'ait pas ça, alors on a ça. Donc on a ça, qui est en contradiction avec A plus C inférieur à B plus C. Donc A est inférieur à B. Remarque, si A, B, C sont comme ça, alors on a cette réunion et cette intersection. En effet, si X appartient à B, X est entre A et B, donc entre A et C, donc X appartient à C. Donc AB est inclus dans AC. De même, BC est inclus dans AC, donc la réunion est inclue dans AC. Si X appartient à C, bah, A est inférieur ou égal à X, et X est inférieur ou égal à C. De plus, X, soit X est inférieur ou égal à B,
et à ce moment-là on a ça, donc x appartient à B, soit x est supérieur ou égal à B, à ce moment-là on a ça, et x appartient à BC. Donc je vois que si x appartient à C, il appartient à ça ou à ça, d'où cette inclusion. Donc on a les deux inclusions, donc l'égalité. Et si x appartient à l'intersection, il doit être comme ça et comme ça, donc x égale B. Réciproquement, bah, si je prends B, il appartient bien à ça et à ça. Donc l'intersection est bien égale à B. On a évidemment, et ça je le démontre pas, c'est évident, on a ça et puis ça. Si A appartient à n, n-a est égal à ça. C'est évident aussi, si A égale 0, n-a égale n étoile égale ça, et 0A est égal à vide, donc ça fait vide. Donc j'ai bien l'égalité. Et ça fait 0 plus l'infini, c'est-à-dire ça. Si A est différent de 0, on prend T appartenant à n moins A, eh bien, soit il est comme ça, soit il est comme ça. Mais comme il est différent de A, d'accord, donc ça équivaut à ça. À T inférieur à A ou T supérieur à A. Donc T appartient à ça ou T appartient à ça. D'accord? Donc ça équivaut bien à dire, hein, j'ai ça qui équivaut à ça, donc ça implique le résultat, à savoir n-a est égal à 0A ouvert union A plus l'infini ouvert. Multiplication dans n, pour n fixé appartenant à n, on définit la fonction f qui a x appartenant à n, associe x plus n, et la fonction u de n vers n, définie par u de 0 égale 0, et pour p appartenant à n, u de successeur de p égale f de up, c'est-à-dire up plus n. On a vu que u existe et est unique, et on prend la notation des suites, donc, qui permet de définir la suite UP par U0 égale 0, et pour P appartenant à N, U indice P plus 1, hein, puisque c'est P plus, égale UP plus N. Et on décide de poser UP égale N multiplié par P, ce qui a l'avantage de montrer que UP dépend évidemment aussi de N. Première propriété, N fois 0 égale 0, enfin N multiplié par P plus 1 égale N multiplié par P plus N, 0 multiplié par N égale 0, n multiplié par 1 égale 1 multiplié par n égale n. n multiplié par 0, c'est u0, ça fait 0. n multiplié par p plus 1, d'après la définition, c'est up plus 1 égale up plus n égale n multiplié par p plus n. La troisième se montre par récurrence sur n. 0 multiplié par 0 égale à 0 d'après 1. On suppose 0 multiplié par n égale 0. 0 multiplié par n plus 1, c'est 0 fois n qui fait 0 plus 0. Égale 0 plus 0 égale 0 la tête à toto, donc c'est héréditaire. Et donc on a 0 multiplié par n égale 0, quel que soit n. 1 multiplié par n égale n par récurrence sur n. 1 multiplié par 0 égale 0, on suppose le résultat. 1 multiplié par n plus 1, c'est 1 multiplié par n plus 1. Et ça fait n, d'après l'hypothèse de récurrence. Donc ça fait bien n plus 1, donc c'est encore héréditaire. Et donc 1 multiplié par n égale n, quel que soit n. n multiplié par 1, c'est plus facile parce que c'est u1, donc c'est u0 plus n, donc c'est 0 plus n, et ça fait n. Quel que soit np, on a p multiplié par n plus n, égale p plus 1 multiplié par n. Démonstration, on fixe p, on fait une récurrence sur n. Donc pour n égale 0, p multiplié par 0 plus 0, bah, ça fait 0 plus 0 égale 0 la tête à toto, et p plus 1 fois 0, on a vu que ça faisait 0, donc c'est égal. Supposons qu'on ait le résultat à l'ordre n. P multiplié par n plus 1 plus n plus 1, c'est P multiplié par n plus P, ça on l'a vu, plus n plus 1. Et on a vu qu'on peut mettre dans l'ordre qu'on veut. Je choisis de mettre n avec P multiplié par n, donc ça fait ça, puis le 1, je vais le transporter à côté du P. Donc ça fait ça. Mais ça, c'est pareil que P plus 1 multiplié par n. D'accord? Parce que ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Donc, ce truc-là est égal à ça, et ça, je l'appelle Q. Donc, ça fait Q multiplié par N plus Q. C'est-à-dire Q multiplié par N plus 1. Donc, ça vient de la définition. Hein. Donc, et je remplace Q par P plus 1. Donc, ça fait P plus 1 multiplié par N plus 1. Donc, P fois N plus N plus égale P plus 1 multiplié par N plus. Donc, c'est héréditaire, et d'après le théorème de récurrence, P multiplié par N plus N égale P plus 1 multiplié par n, quel que soit np appartenant à n.
La commutativité enfin, n multiplié par p égale p multiplié par n, quel que soit np appartenant à n, on fixe p, on fait une récurrence sur n. C'est vrai pour n égale 0, 0 fois p, on sait que ça fait 0, et p fois 0, ça fait 0 aussi. Supposons que n multiplié par p égale p multiplié par n plus 1 multiplié par p, ben, on sait que c'est n multiplié par p plus p, c'est la propriété précédente quand on échange n et p. Et ça fait, comme on a supposé hypothèse de récurrence, n multiplié par p, je le remplace par p multiplié par n, plus p. Et là, j'applique la définition, ce truc-là, ça nous fait p multiplié par n plus 1. Et donc, j'obtiens que n plus fois p égale p multiplié par n plus 1. C'est ce que je voulais. C'est héréditaire, d'après le théorème de récurrence. C'est toujours vrai. Remarque que quel que soit n appartenant à n fois 0 est égal à 0, n fois 1 égale 1, n fois 2 c'est n fois le successeur de 1, donc ça fait n plus n fois 3 égale n fois le successeur de 2 égale n fois 2 plus n égale n plus n plus n. On voit bien le phénomène de répétition, donc on a bien construit la multiplication pour avoir ça. Distributivité, quel que soit ABC appartenant à n, A, on prononce facteur de b plus c est égal à a multiplié par b plus a multiplié par c. Au passage, on ne va pas mettre maintenant les parenthèses autour des multiplications. On a décidé, même si je ne l'ai pas écrit, mais vous savez que la multiplication est une opération prioritaire sur l'addition. Démonstration par récurrence sur a. A pour a est égal à 0. 0 facteur de b plus c, c'est 0 fois quelque chose, donc ça fait 0. Là aussi, ça fait 0, là aussi, donc ça marche. Supposons que l'on ait ça, et on s'attaque à successeur de A, facteur de B plus C. Donc ça fait commutativité. Ensuite, ça nous fait B, définition de la multiplication. Puis B plus C multiplié par A, c'est pareil que A multiplié par B plus C, c'est la commutativité. Et donc ça, on a supposé que ça faisait ça. Plus B plus C. Ensuite, on renverse l'ordre, on met B avec celui-là, C avec celui-là. Et donc, ça nous fait A, ça nous fait B multiplié par A plus B. Et d'après la définition, ça nous fait B fois A plus. Et C multiplié par A plus C, et ça nous fait C fois A plus. D'accord? Commutativité, et c'est terminé. Donc, c'est héréditaire, d'après le théorème de récurrence. Cette égalité-là est toujours vraie. Associativité, maintenant, par récurrence sur C. Donc on prend C égale 0 d'abord. Quelque chose fois 0, ça fait 0. Ici, le C vaut 0, donc B fois C fait 0. Donc ça va faire 0 aussi. Donc c'est vrai à l'ordre 0, supposons ça. A multiplié par B plus multiplié par C, c'est, d'après la définition, A multiplié par B plus A. Fois C, distributivité, A multiplié par B fois C plus A multiplié par C. Et donc ça fait A multiplié par B fois C, grâce à mon hypothèse de récurrence, plus A multiplié par C. Donc ça nous fait A multiplié par B plus C plus C. Ça c'est de la distributivité. Et ça, c'est B multiplié par C plus C, c'est B plus multiplié par C. Et donc, on a bien A multiplié par B plus fois C égale A multiplié par B plus fois C. C'est donc héréditaire, d'après le théorème de récurrence, cette relation-là est toujours vraie. Bon, donc multiplication, on a vu, définit une opération interne sur n, d'accord? C'est-à-dire qu'à deux éléments de n, on associe l'entier naturel A multiplié par B, comme on avait fait avec l'addition, qui était elle aussi une loi interne. Multiplication est compatible avec les relations d'ordre. C'est-à-dire que ça implique ça implique ça, et si C est différent de 0 et que A est inférieur à B, alors on a ça. Si C est différent de 0 et A supérieur à B, on a ça. Bon, il est évident qu'il suffit de démontrer avec ça et ça. Donc A inférieur ou égal à B, donc B est un A plus X, ou X égale B moins A qui appartient à N. Donc quand je fais B fois C, je vais trouver A plus X fois C égale A fois C plus X fois C.
et donc supérieur ou égal à b fois c, puisque ça c'est un entier naturel. Donc j'ai bien ça. Et si a est inférieur à b, alors x, b moins a est différent de 0, et x appartient à une étoile. De plus, c est différent de 0. Donc le x fois c est différent de 0, mais ça, il faut utiliser le petit théorème après, hein, parce que je multiplie deux entiers naturels non nuls, donc le résultat est non nul. Donc ça, en fait, ça va être supérieur à a multiplié par c, d'où le résultat, c'est-à-dire que a fois c est inférieur à b fois c. Donc il faut démontrer ce théorème. Si a et b sont deux entiers naturels, le produit des deux est égal à 0 si et seulement si l'un des deux est nul. Bon, bah d'abord, si l'un des deux est nul, 0 fois b ça fait 0, a fois 0 ça fait 0, donc ça marche. Donc il faut examiner la réciproque. Bah, on suppose a multiplié par b égale 0 avec a différent de 0 et b différent de 0. A et b ont des prédécesseurs. Donc a, x le prédécesseur de a, y le prédécesseur de b, ils appartiennent à n évidemment. Hein. Et a multiplié par b égale x plus multiplié par y plus, donc x plus 1 multiplié par y plus 1, et là je peux dire que c'est x fois y plus 1 plus 1 fois y plus 1, et je redéveloppe à nouveau, c'est-à-dire j'utilise plusieurs fois la distributivité, 3 fois, et donc ça nous fait x multiplié par y plus x plus y plus 1. Et ce nombre-là, je lui rajoute 1, ça veut dire que j'obtiens ça. Et donc ça appartient, en fait c'est à cause du 1 que ça appartient à une étoile, donc c'est différent de 0, donc a égale 0, b égale 0. Remarque, quel que soit a appartenant à n, le segment AA c'est A, donc ça je ne vais pas le démontrer, c'est évident, déjà fait. AA plus 1 c'est AA plus 1, parce que c'est le segment entre A et A+, et entre A et A+, il n'y a que A et A+, donc il y a A et A plus 1. Et 0A, c'est l'ensemble A+. Alors, oui, j'ai bien précisé ensemble, parce que ça ferait drôle de dire 0A est égal à A. Si je devais dire que c'était égal à A, d'abord je mettrais des parenthèses, première chose, et d'autre part, le résultat, c'est faux. 0A, c'est tous les nombres entre 0 et A. Donc là, je veux bien dire que c'est l'ensemble A+. D'accord ? Par ailleurs, je vais poser ça. Alors ça, je vais le démontrer. Ça, A plus l'infini, c'est tous ceux qui sont supérieurs ou égaux à A. Et là, A, j'ouvre en A, donc c'est tous ceux qui sont supérieurs. Alors, d'accord ? Donc ici, x appartient à 0 à, ça veut dire ça. Ça veut dire que x appartient à n, que x est inférieur ou égal à A, ce qui équivaut à dire que x appartient à n et que x appartient à plus. Donc x appartient à 1 plus. Donc j'ai bien 0a qui est égal à 1 plus, parce que ça a déjà été démontré. Les symboles somme et produit pour NP appartenant à n, n inférieur à p, si on dispose d'une suite comme ça, d'éléments d'un groupe additif ou d'un groupe multiplicatif. Alors groupe additif pour la somme, groupe multiplicatif pour le produit. Bah, la somme qu'on va définir après, ça correspond à l'idée d'ajouter tous les nombres de xn à xq pour tout q compris entre n et p. D'accord ? Donc là, pareil, ça me fait, sauf que c'est le produit. Bon, la définition, ça va être quoi? Eh bien, on va partir de n, somme de n à n de xk, bah, c'est xn, et pour p supérieur ou égal à n, somme de k égale n à p plus 1 de xk, ça sera somme de k égale n à p, auquel on rajoutera xp plus 1. Et on fait pareil pour le produit. Hein. D'accord? Somme de produit de k égale n à p plus 1, c'est le produit de k égale n à p multiplié par xp plus 1. Alors maintenant, si on prend m entre n et p, donc c'est comme ça c'est défini par relation de récurrence en fait. Ça permet d'avoir somme de k égale n à p, quel que soit p appartenant à n, p supérieur ou égal à n. Maintenant, si m est donc entre n et p, la somme de n à p est égale à la somme de n à m plus la somme de m plus 1 à p. La somme de n à p est égale à la somme de n à m multipliée par la somme de m plus 1 à p. Bon, démonstration par récurrence sur p pour p supérieur à m, hein,
Si P est égal à n plus 1, bah, ça fait somme de n à n plus 1, donc ça fait bien ça, et donc ça fait ça. Supposons que ça soit vrai à l'ordre P supérieur à n, mais à ce moment-là, la somme de K égale n à P plus 1, retour à la définition. Celle-là, on applique l'hypothèse de récurrence, on peut remplacer par ça, plus xp plus 1. On applique l'associativité, et celui-là, ça nous fait la somme de m plus 1 à p plus 1. Et donc, la propriété est vraie à l'ordre n plus 1, et donc elle est héréditaire. Non, elle est vraie à l'ordre p plus 1, pardon, donc elle est héréditaire d'après le théorème de récurrence. Elle est toujours vraie. Idem avec le produit. Alors, je vais parler de récurrence finie, j'aurais dû le faire avant, soit une propriété pk définie pour k appartenant à n, k appartenant à np, donc entre n et p, où n et p sont des entiers naturels tels que n est inférieur à p. Si p de n est vrai, et si à chaque fois que p de k est vrai, p de k plus 1 est vrai, quel que soit k entre n et p moins 1, alors pk est vrai, quel que soit k entre n et p. Démonstration, pour k appartenant à n, k supérieur ou égal à n, on pose q de k, qui nous dit quoi? Bah, c'est la même chose que p si k est entre n et p, et ça dit une banalité du genre 0 égale 0, vide égale vide, si k est supérieur à p. Donc qn égale p de n est vrai, puisque au départ on a supposé p de n vrai, et quand on a qk, bah, on a pk, donc on a pk plus 1, donc ça implique, là je me suis trompé, ça implique, comme pk plus 1 est vrai, comme pk implique pk plus 1, eh bien qk implique donc qk plus 1. Ça c'est vrai à chaque fois que k est entre n et p-1. Et pour k supérieur ou égal à p, qk va impliquer qk plus 1. Pourquoi? Parce que comme k plus 1 est supérieur, comme k plus 1 est strictement supérieur à p, q de k plus 1, il signifie 0 égale 0. Donc il est vrai. D'accord? Donc qk implique qk plus 1, quel que soit k appartenant à n, k supérieur ou égal à n. Donc, d'après le théorème de récurrence, on a déjà vu celui-là, hein, dans le cas d'une récurrence infinie. qk est toujours vrai, quel que soit k appartenant à n. Donc, pk va être vrai, quel que soit k appartenant à np, puisque entre n et p, p de k est égal à q de k. D'où le résultat. Quel que soit n appartenant à n, il existe une bijection de n vers n privé de a. Si a est égal à 0, c'est la fonction successeur qui convient parfaitement, déjà vu. Si a est différent de 0, comme la relation supérieure ou égale est totale, si on prend x appartenant à n, soit il est supérieur ou égal à a, soit il est inférieur à a. Et on construit f, l'application, qui a x appartenant à n, associe x si x est inférieur à a, donc f de x va être, qui est égal à x, va être différent de a, et x plus égale x plus 1 si x est supérieur ou égal à a. Donc f de x égale x plus va être supérieur ou égal à a plus, qui est supérieur à a, donc f de x va être supérieur à a. Donc on a bien une application de n vers n moins a, soit y appartenant à n moins a. Si y est inférieur à a, alors y est égal à f de x, f de y. Si y est supérieur à a, alors y a un prédécesseur x. Et donc x plus est supérieur à a. Donc x est supérieur ou égal à a, et on a y égale x plus égale f de x. Donc f est une surjection. C'est une injection. Alors si on prend x différent de y, premier cas, x et y sont inférieurs à a. F de x égale x, f de y égale y, donc f de x est différent de f de y. Deuxième cas, x et y sont supérieurs ou égal à a. F de x égale x plus, f de y égale y plus, et on sait que ça c'est une bijection. Donc le fait que x est différent de y, ça implique f de x différent de y, f de y.
Troisième cas, en fait c'est le troisième cas, c'est pas grave. Troisième cas, si x est inférieur ou égal à inférieur à a, y supérieur ou égal à a, f de x égale x inférieur à a, f de y égale y plus supérieur ou égal à a plus, donc f de y va être supérieur à a. Donc f de x est différent de f de y. Le dernier cas est identique, donc f est injective plus surjective, donc c'est bien une bijection. En fait, on va là avoir une deuxième propriété qui est quasiment la même, hein, enfin qui se traite de la même façon en tout cas. Sauf que cette fois-ci, elle dit la chose suivante, quel que soit x et n appartenant à n, tel que x est inférieur ou égal à n+, il existe une bijection de 0n dans 0n+, privée de x. Démonstration. Alors, x est entre 0 et n plus 1, donc x appartient à ça. Si x égale 0, alors celui-là est égal à ça, et on prend f qui à t donne t+. Quel que soit y appartenant à 1 n plus y, un prédécesseur x, y est inférieur ou égal à n plus, donc x plus inférieur ou égal à n plus, donc x inférieur ou égal à n. Et f de x est égal à x plus est égal à y. Donc f est bien une surjection. L'injection est évidente parce que si t appartient à n donne t plus est bijective, donc tt' appartenant à 0,1 et t différent de t' implique ça, donc f est une bijection. Voilà, c'est fini. Si x est égal à n plus 1, ben cet intervalle-là, ça fait 0n. Dans ce cas-là, on prend ça, ça convient, c'est l'identité. D'accord? Sinon, on est dans ce cas-là. Et dans ce cas-là, on prend comme image de t appartenant à 0n, t si t est inférieur à x, t plus si t est supérieur ou égal à x. C'est comme tout à l'heure. Hein. Donc ça, il y a des candidats possibles. Hein, t égale 0, et puis ici, t égale n. Donc ici, j'ai f de t qui est inférieur ou égal à qui est inférieur à x, et qui est donc inférieur ou égal à n. Et ici, j'ai f de t qui est égal à t+, donc ça veut dire que et t+ est supérieur ou égal à x+, donc f de t va être supérieur ou égal à x+, et inférieur ou égal à n+, parce que t est inférieur ou égal à n, d'accord? Donc t plus va être inférieur ou égal à n plus. Donc ce que je vois, c'est que f de t n'est pas égal à x, d'accord, mais il est dans 0n plus. Donc j'ai bien ça. Alors maintenant, prenons donc y appartenant à 0n plus privé de x. Soit y est inférieur à x, et là y égale f de x. Soit je suis dans ce cas-là. Et alors, y a un prédécesseur, et qui est compris entre x et n+. Donc on a en fait ça, et donc on a f de x qui est égal à y. Qu'est-ce que je suis en train de dire là? Oui, parce que t est entre x et n, hein, donc je suis bien dans ce cas-là. Et donc j'ai bien y qui est égal à x+, d'accord, qui est égal donc à f de x. Donc c'est bon, f est surjective. Si t et t' sont inférieurs à x avec t différent de t', ben, f de t est égal à t. Oui, quand on est inférieur à x, on a ça. Donc on a bien ça. C'est comme tout à l'heure. Si maintenant ils sont supérieurs ou égaux à x, alors ça implique ça, donc ça. Si t est inférieur à x et que t' est supérieur ou égal à x, f de t égale t qui est inférieur à x, f de t' égale t' plus qui est supérieur à t', supérieur ou égal à x. Donc f de t' est supérieur à x, donc sûrement pas égal. Donc f de t était différent de f de t'. Idem dans ce cas-là, donc f est injective, comme elle était surjective, elle est bijective. Vers n privé de a. Si a est égal à 0, c'est la fonction successeur qui convient parfaitement, déjà vu. Si a est différent de 0, comme la relation supérieure ou égale est totale, si on prend x appartenant à n, soit il est supérieur ou égal à a, soit il est inférieur à a.
Et on construit f, l'application, qui a x appartenant à n, associe x si x est inférieur à a, donc f de x va être, qui est égal à x, va être différent de a, et x plus égale x plus a si x est supérieur ou égal à a. Donc f de x égale x plus va être supérieur ou égal à a plus, qui est supérieur à a, donc f de x va être supérieur à a. Donc on a bien une application de n vers n moins a, soit y appartenant à n moins a. Si y est inférieur à a, alors y est égal à f de x, f de y. Si y est supérieur à a, alors y a un prédécesseur x. Et donc x plus est supérieur à a. Donc x est supérieur ou égal à a, et on a y égale x plus égale f de x. Donc f est une surjection. C'est une injection. Alors si on prend x différent de y, premier cas, x et y sont inférieurs à a. F de x égale x, f de y égale y, donc f de x est différent de f de y. Deuxième cas, x et y sont supérieurs ou égal à a. F de x égale x plus, f de y égale y plus, et on sait que ça c'est une bijection. Donc le fait que x est différent de y, ça implique f de x différent de y, f de y. Troisième cas, en fait c'est le troisième cas, c'est pas grave. Troisième cas, si x est inférieur ou égal à inférieur à a, y supérieur ou égal à a, f de x égale x inférieur à a, f de y égale y plus supérieur ou égal à a plus, donc f de y va être supérieur à a. Donc f de x est supérieur et différent de f de y. Le dernier cas est identique, donc f est injective plus surjective, donc c'est bien une bijection. En fait, on va là avoir une deuxième propriété qui est quasiment la même, enfin qui se traite de la même façon en tout cas. Sauf que cette fois-ci, elle dit la chose suivante, quel que soit x et n appartenant à n, tel que x est inférieur ou égal à n+, il existe une bijection de 0n dans 0n+, privée de x. Démonstration. Alors, x est entre 0 et n plus 1, donc x appartient à ça. Si x égale 0, alors celui-là est égal à ça, et on prend f qui à t donne t+. Quel que soit y appartenant à 1 n plus y, un prédécesseur x, y est inférieur ou égal à n+, donc x plus inférieur ou égal à n+, donc x inférieur ou égal à n. Et f de x est égal à x plus est égal à y. Donc f est bien une surjection. L'injection est évidente parce que si t appartient à n donne t plus est bijective, donc tt' appartenant à 0,1 et t différent de t' implique ça, donc f est une bijection. Voilà, c'est fini. Si x est égal à n plus 1, ben cet intervalle-là, ça fait 0n. Dans ce cas-là, on prend ça, ça convient, c'est l'identité. D'accord? Sinon, on est dans ce cas-là. Et dans ce cas-là, on prend comme image de t appartenant à 0n, t si t est inférieur à x, t plus si t est supérieur ou égal à x. C'est comme tout à l'heure. Donc ça, il y a des candidats possibles. T égale 0, et puis ici, t égale n. Donc ici, j'ai f de t qui est inférieur ou égal à qui est inférieur à x, et qui est donc inférieur ou égal à n. Et ici, j'ai f de t qui est égal à t+, donc ça veut dire que et t+ est supérieur ou égal à x+, donc f de t va être supérieur ou égal à x+, et inférieur ou égal à n+, parce que t est inférieur ou égal à n, d'accord? Donc t plus va être inférieur ou égal à n+. Donc ce que je vois, c'est que f de t n'est pas égal à x, d'accord, mais il est dans 0n+. Donc j'ai bien ça. Alors maintenant, prenons donc y appartenant à 0n+, privé de x. Soit y est inférieur à x, et alors y égale f de x. Soit je suis dans ce cas-là. Et alors, y a un prédécesseur, et qui est compris entre x et n+. Donc on a en fait ça, et donc on a f de x qui est égal à y. Qu'est-ce que je suis en train de dire là?
Oui, parce que t est entre x et n, donc je suis bien dans ce cas-là, et donc j'ai bien y qui est égal à x plus, d'accord, qui est égal donc à f de x. Donc c'est bon, f est surjective. Si t et t' sont inférieurs à x avec t différent de t', ben, f de t est égal à t. Oui, quand on est inférieur à x, on a ça. Donc on a bien ça. C'est comme tout à l'heure. Si maintenant ils sont supérieurs ou égaux à x, alors ça implique ça, donc ça. Si t est inférieur à x et que t' est supérieur ou égal à x, f de t égale t qui est inférieur à x, f de t' égale t' plus qui est supérieur à t', supérieur ou égal à x. Donc f de t' est supérieur à x, donc sûrement pas égal. Donc f de t était différent de f de t'. AB appartenant à n, alors il existe une bijection de 0A vers B, A plus B. Démonstration, si x appartient à 0A, x est entre 0 et A, donc 0 plus B inférieur ou égal à x plus B, inférieur ou égal à plus B. Donc x plus B appartient à B, A plus B, donc f qui a x associé x plus A est bien défini sur cet intervalle-là, et le domaine d'arrivée c'est celui-là. Si y appartient à B, A plus B, on a B qui est inférieur ou égal à Y, donc il existe X appartenant à N, tel que Y égale B plus X. Mais Y est inférieur ou égal à A plus B, donc X va être inférieur ou égal à A, donc il appartient à 0A, et évidemment, comme Y égale B plus X, Y est égal à F de X, donc F est surjective. Si je prends xz appartient à 0a et x est différent de z, alors x plus a est différent de z plus a, donc f de x est différent de f de z, donc f est injectif, donc bijectif. Donc on a bien une bijection. Maintenant, si f de 0a vers 0a est injective, alors elle est bijective. Démonstration par récurrence sur a. C'est évident pour a égale 0 parce que l'intervalle est réduit à 0, donc la seule application f de 0 vers 0, c'est 0 donne 0, qui est bijectif. Supposons le résultat vrai à l'ordre A, il faut montrer qu'il est vrai à l'ordre A+. Donc on prend une fonction, une application injective de 0A+, vers 0A+. Sa restriction à 0A est une injection de 0A sur 0A+, moins l'image de A+. On a vu qu'il existe une bijection K de 0A vers 0A plus 1 moins x, où x appartient à 0A plus 1. Ben ici, on prend x égale f de A+, et donc on va avoir ce truc-là, et quand on va prendre sa réciproque, on aura une application h qui sera une bijection de ça vers ça, donc ici de 0A+, moins f de A+, vers 0A. Et donc on a G ici qui est injective, on a H qui est bijective, donc injective aussi, et donc la composée U égale H rond G va être une injection de 0A vers 0A, donc une bijection. A, ça c'est une bijection, et puis j'ai dit que H en était une aussi, donc quand je compose par H-1, ça fait que G est égal à H-1 rond U, qui va de là vers là, est une bijection. Bon, mais si je prends la fonction f là, en fait, on peut dire qu'elle est définie comme ça, par g de t si t appartient à 0a, et f de a+, si t est égal à a+. On est d'accord. Donc c'est évidemment, puisque là, on a affaire à une bijection, on en déduit que ce truc-là, c'est évidemment surjectif et injectif. Donc, ça va être bijectif. Donc, le résultat est vrai à l'ordre A+, et donc, la propriété est héréditaire, et d'après le théorème de récurrence, c'est toujours vrai. D'où le résultat. Quel que soit n, appartenant à n, il n'y a pas d'injection de n vers 0n. Sinon, la restriction g de f à 0n serait une injection de 0n vers 0n, donc une bijection. Et si je prends y égale f de n plus 1, il appartient à 0n. Et si je prends p égale g-1 de yn, de g-1 de y, j'ai le droit de le faire parce que y appartient à 0n, ça va appartenir à 0n. J'aurai g de p est égal
à Y, c'est-à-dire à f de n plus 1. Mais G de P, c'est pareil que f de P. Et comme f est injectif, ça veut dire que P est égal à n plus 1, ce qui ne va pas, parce que P, il appartient à 0n, mais n plus 1 n'appartient pas à 0n, car n plus 1 est supérieur à n. Donc il y a une contradiction, donc on a mal supposé, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'injection. De la même façon, si AB appartient à n et que A est supérieur à B, il n'y a pas d'injection de 0A vers 0B. Sinon, la restriction G de f à 0B serait une injection de 0B vers 0B vers 0B. Oui, c'est ça. Donc, ça serait une bijection. Et donc, on prendrait Y égale f de A qui appartient à 0B et P égale G-1 de Y, pareil. Hein, et on dirait que ça appartient à 0B, bien sûr. Sauf que G de P va être égal à Y, c'est-à-dire va être égal à f de A. Mais G de P, c'est f de P. Donc, et F est injective. Donc P est égal à A, ce qui n'est pas possible parce que P, lui, il appartient à 0A. D'accord? Donc c'est pas possible. P ici, il appartient à 0. Non. Pardon. P est égal à A. Oui, mais justement, P, le problème c'est que P appartient à 0B. P appartient à 0B. D'accord? Et A, lui, il est supérieur à B. Donc c'est pas possible. Voilà, c'est ce que j'ai écrit là d'ailleurs. C'est pas la peine d'écrire ça. Donc, il y a une contradiction, d'où le résultat. Contradiction, donc ça veut dire qu'on a mal supposé. Soit AB deux entiers naturels, il existe une injection de 0A vers 0B si et seulement si A est inférieur ou égal à B. Démonstration, si A est inférieur ou égal à B, f qui a x appartenant à 0A donne x appartenant à 0B est bien injective. Réciproquement, on a vu que pour A supérieur à B, il n'y avait pas d'injection de 0A vers 0B. Donc on a bien l'équivalence. Si AB appartient à n, il existe une bijection de 0A vers 0B si et seulement si A est égal à B. Démonstration évidente, parce que dans ce sens-là, il existe cette bijection, donc il existe la bijection inverse. Ce sont toutes les deux des injections, donc pour celle-là, A est inférieur ou égal à B, pour l'autre, B est inférieur ou égal à A, donc A est égal à B. Réciproquement, si A est égal à B, X donne X ici, et bien une bijection de 0A vers 0B. Il existe une surjection de 0A vers 0B si et seulement si A est supérieur ou égal à B. Démonstration, on suppose qu'il y a une surjection, donc tout élément K de 0B admet un antécédent, donc cet ensemble-là, l'ensemble des antécédents, est une partie non vide de N, donc admet un plus petit élément G de K. On définit ainsi une application G de 0B vers 0A, qui d'autre part vérifie S de G de K est égal à K. Si K' appartient à 0B et que K est différent de K', S de G de K est égal à K, S de G de K' est égal à K'. Donc S de G de K est différent de S de G de K est différent de S de G de K'. On est d'accord? Et puisque K est différent de K'. Mais ça implique que G de K est différent de G de K', parce que sinon, si G de K est égal à G K', après S de G de K va être égal à S de G de K'. Donc on a ça. Et donc ça implique bien que G est une, donc K différent de K' implique G de K différent de G de K'. Donc ça veut dire que G est une injection de 0B vers 0A. Donc du coup, B est inférieur ou égal à A. Ce qui implique que A est supérieur ou égal à B, c'est ce qu'on voulait. Et réciproquement, si A est supérieur ou égal à B, je prends F qui a T appartenant à 0A, donne T si T appartient à 0B, et 0 si T appartient à BA. Bon, voilà, on est sûr que tout élément de 0A admet bien un antécédent. Donc, si cet élément appartient à 0B, c'est lui-même, et sinon l'antécédent c'est 0. Ensemble équipotent, soit AB deux ensembles non vides, on dit que A est équipotent à B s'il existe une bijection de A vers B. Et on note A comme ça, tilde B. Alors F-A est une bijection de B vers A, donc B est équipotent à A, et donc on dira simplement que A et B sont équipotents. La relation
qu'on vient de noter comme ça, est définie sur la collection de tous les ensembles non vides, et c'est une relation d'équivalence. Démonstration, si je prends trois ensembles non vides, T appartenant à A donne T appartenant à A est une bijection évidente de A vers A, donc A est équipotent à A. On a vu avant que A, grâce à la réciproque, A équipotent à B implique B équipotent à A. Enfin, si A est équipotent à B, B est équipotent à C, on a des bijections F et G, l'une de A vers B, l'autre de B vers C. Et on voit que G est une bijection de A vers C par composition. Donc A est équipotent à C, d'où la relation d'équivalence. Ensemble infini, c'est un ensemble dit infini s'il est non vide et s'il existe une injection de n vers E. Donc n est infini parce que T appartenant à n donne T appartenant à n est une bijection. Donc une injection. Alors on dit qu'un ensemble est fini quand il n'est pas infini. Par exemple, vide est fini. 0n pour n appartenant à n est fini. Parce qu'on a vu qu'il n'y avait pas d'injection de n vers 0n. Théorème important. Pour un ensemble E non vide, E est infini si et seulement s'il n'existe pas d'anti-n tel que E soit équipotent à 0n. Démonstration, si E est infini, alors on sait qu'il existe une injection U de n vers E, supposons qu'il existe n appartenant à n et E équipotent à 0n. On aurait eu alors une bijection V de E vers 0n, et donc V rond U serait une injection de n vers 0n, ce qui n'existe pas. Donc il n'existe pas d'n tel que E soit équipotent à 0n. Réciproquement, donc on suppose qu'il n'existe pas d'n tel que E soit équipotent à 0n. L'idée est de construire une suite xn d'éléments 2 à 2 distincts de E, ce qui impliquera une injection de n vers E qui à n associe xn. Et donc E sera infini. Comment construire les xn? E est différent du vide, donc il existe x0 appartenant à E, et E est différent de x0. On n'est pas réduit à x0, sinon on aurait cette bijection. Alors en fait, c'est pas celle-là, c'est 0, 0. Donne x0 appartenant à E, qui serait une bijection, ce qui est impossible, puisque il n'existe pas d'entier. Alors ici, c'est 0 tel que. D'accord? Donc ça veut dire qu'il existe un x1 appartenant à E. Donc ça veut dire que, excusez-moi, ça veut dire oui qu'il existe x1 appartenant à E moins x0. Et x1 est donc différent de x0. Puis après on recommence, E est différent de x0, x1, sinon on aurait U qui est à 0 associé x0, 1 associé x1, donc de 0, 1 vers E, qui serait une bijection. Okay. Puis on recommence, x2... puisque c'est différent, et on prend x2 appartenant à E privé de x0, x1, etc., etc. Alors à l'étape n, on se retrouve avec tous ces éléments-là 2 à 2 distincts, et E qui est différent de ça. Sinon, on aurait cette application-là qui serait une bijection. Donc il existe xn plus 1 appartenant à ça. Et là, on se retrouve avec des éléments distincts 2 à 2, sauf qu'il y en a un de plus, d'accord? Et donc, on invoque, on peut dire comme ça qu'on construit par récurrence une suite xn d'éléments 2 à 2 distincts de E, et donc une injection de n vers E, ce qui prouve que E est infini. Problème. Le problème, c'est la construction de xn plus 1, parce qu'elle dépend de x0 jusqu'à x1 jusqu'à xn, et que xn est construit sans avoir de fonction, parce que dans le théorème de construction par récurrence, on a une fonction de E vers E, et on a xn plus 1 égale f de xn. En fait, on pourrait avoir xn plus 1 égale f de x0, x1 jusqu'à xn, on ne l'a pas vu ça. Mais surtout, on ne donne pas le procédé, on n'a pas le procédé, on n'a pas le procédé pour construire xn. En fait, on dit simplement, on prend
xn plus 1, je veux dire. On prend xn plus 1 là-dedans, d'accord? Mais sans avoir de procédé. Hein. On n'a pas le procédé, de construction de xn. Alors on pourrait l'avoir si xn, si e, pardon, était muni par exemple d'une relation d'ordre, parce qu'à ce moment-là on dirait on prend le plus petit. Hein. Donc sauf si e est ordonné. Bon, mais ça, c'est pas forcément le cas. Hein. Donc, si on veut faire une démonstration récurreuse, on va utiliser l'axiome du choix. Donc, dans cet ensemble E qui est différent du vide, eh bien, il existe une fonction de choix, c'est-à-dire une fonction f qui a x appartenant à P de E moins le vide, donc à toute partie non vide de E, associe un élément T appartenant à E, mais surtout cet élément T, il appartient à x. Soit eu l'ensemble des A appartenant à P de E moins vide, vérifiant il existe n tel que A est équipotent à 0n. Alors évidemment, n dépend de A. U est différent du vide, parce que E est différent du vide, donc si je prends A appartenant à P de E moins vide, bah, et A est équipotent à 0, 0. Hein, d'accord, il faut prendre n égale 0 appartenant à 0, 0, donne A appartenant à E, et ça c'est une bijection. Donc soit A, maintenant quelconque, c'est pas celui-là, hein, soit A quelconque appartenant à U, puisqu'il est non vide, E moins A est différent du vide. Sinon, on aurait E égale A, et là, ce serait la même chose, il serait équipotent à 0, 0, ce qui est contraire à l'hypothèse. E n'est pas équipotent, puisqu'on a supposé qu'il n'était pas équipotent à 1, 0, n. Donc, je vais poser A' est égal à E moins A, il est non vide. Donc A' appartient à PE moins vide, soit T égale le grand F de A', c'est-à-dire j'utilise cette fonction-là. Alors T appartient à A' qui est égal à E moins A, donc T n'appartient pas à A, donc A est inclus strictement dans A union T, puisque T n'appartient pas à A. A appartient à U, donc il est équipotent à 0n, donc il y a une bijection F comme ça. Et elle va me permettre de construire une bijection de 0n plus 1 vers A union T. Comment? Bien, tout simplement, AP appartenant à 0n plus 1, on associe F de P si P appartient à 0n, et puis sinon, ben, on associe T, si P est égal à n plus 1. D'accord? Donc il est évident que c'est une bijection parce que chaque élément, les éléments sont soit dans A, soit égaux à T. Bon, bah, quand ils sont égaux à T, ils sont l'image de n plus 1, et sinon, bah, ils ont un antécédent unique dans 0n. D'accord? Et donc, comme il y a une bijection là, eh bien je peux dire que A union T appartient à U parce que c'est la définition de U. C'est l'ensemble des A, des parties non vides, qui sont équipotentes à un intervalle comme ça. Donc là, c'est bien le cas. On a donc l'application F qui est comme ça, et soit X appartenant à E. Donc pour G0 est égal à X, donc il est en bijection avec 0, 0, avec X donne 0. La suite Gn, ben on l'a construit à partir de cette relation de récurrence. D'accord? Et donc Gn plus 1 va être égal à Gn union ça, et ça c'est un élément Tn qui n'appartient pas à Gn. Donc Gn va être une suite strictement croissante. Gn est inclus donc dans Gn plus 1 qui est égal à Gn union Tn, quel que soit n. Alors on montre par récurrence sur n que Gn est équipotent à 0n. En effet, si n égale 0, G0 est égal à x0 fois... Alors en fait c'est ça x0, c'est pas x. Voilà. Et si on suppose Gn équipotent à 0n, bien on a une bijection de 0n dans Gn, donc on a V de 0n plus 1 dans Gn plus 1 qui a P appartenant à 0n associe P,
U de P, pardon. Alors U de P qui lui va être dans Gn, et à n plus 1, on associe Tn. Donc c'est une bijection évidente, et Gn plus 1 est donc équipotent à 0 n plus 1. Donc d'après le théorème de récurrence, ça c'est toujours vrai. Alors, l'application qui a T, qui a n appartenant à n associe Tn appartenant à E, est injective. En fait, on a une suite Tn d'éléments 2 à 2 distincts. En effet, si Np appartient à n, alors il y en a un des deux qui est plus petit que l'autre, supposons P inférieur à n, en prenant si T est différent, si P est différent de n. Donc il y en a un des deux qui est différent de l'autre, donc supposons P inférieur à n, Tp appartient à Gp plus 1, qui est inclus dans Gn, parce que P plus 1 est inférieur ou égal à n. Et Tn n'appartient pas à Gn, donc Tp ne peut pas être égal à Tn. Donc c'est une injection de n vers E, donc E est infini, terminé. On a donc pour tout ensemble non vide, E infini, ça on le savait déjà, équivaut, c'est la définition, il existe une injection de n vers E, équivaut à, il n'y a pas de bijection entre E et 0n. Donc E fini, ben on prend le contraire, ça veut dire qu'il n'existe pas d'injection de n vers E, et ça équivaut à dire qu'il existe un n et une bijection entre E et 0n. Le cardinal d'un ensemble fini. Si E est non vide, alors d'abord, cardinal, si E est égal à vide, cardinal de E, qu'on note aussi comme ça, est égal à 0. Si E est différent de vide, il existe un unique n appartenant à n étoile, tel que E est équipotent à 1n. On pose alors cardinal de E, qu'on note aussi comme ça, tac, et valeur absolue de E, est égal à n. Démonstration E fini différent de vide, donc il existe P tel que E est équipotent à 0P, donc équipotent à ça. Supposons que E soit équipotent à M. D'accord? Donc, un M et un N vont être équipotents. Mais lui, il est équipotent à 0n-1 et l'autre à 0m-1. Donc ça veut dire que ces deux-là sont équipotents. Et là, on a vu qu'à ce moment-là, m-1 est égal à n-1. Donc, leurs successeurs sont égaux. Et donc, n est égal à m, ce qui prouve bien l'unicité de n qu'on appelle donc le cardinal de l'ensemble E.